Aujourd'hui, nous aborderons la question de la méthode de travail au service des matières avec deux intervenantes, Catherine Collot et Marie Laloux, que je présenterai juste après. Et le dernier webinaire de cette année académique aura lieu le mardi 10 mai prochain et lui permettra d'aborder la manière de travailler concrètement les prérequis en organisant des remédiations en situation authentique pour vraiment donner du sens à ces remédiations. Et donc, Eric Frins présentera un exemple de calcul de dose en soins infirmiers et Fanny Boraïta-Amador, le travail des stratégies de compréhension et de rédaction dans des cours de programmation en bachelier en informatique. Je vous invite à vous y inscrire et je vous mettrai dans le chat un peu plus tard les différents liens vers les ressources dont je parle maintenant. Avant de passer à la présentation des intervenantes d'aujourd'hui, je me permets de vous parler rapidement d'un autre événement que le pôle de Namur organisera le 19 mai prochain. C'est sa journée pédagogique annuelle qui va traiter cette année du développement des soft skills chez les étudiants. Donc, c'est déjà le 19 mai. Et vous aurez la possibilité d'y participer soit en présentiel, alors c'est dans les locaux de l'Université de Namur, soit à distance. Revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui. La question qu'on a posée aux intervenantes, c'est comment travailler finalement la méthode de travail des étudiants au sein même des disciplines, avec comme objectif de donner du sens à cette méthode de travail et aussi de faire gagner du temps aux étudiants, puisque c'est de toute façon une matière qu'ils auraient dû travailler. Alors, Catherine Collot est coordinatrice pédagogique et enseignante à Jean Blou Agrobiotech. Elle est habituée des webinaires du pôle parce que, en général, enfin, en tout cas, ça a souvent été elle qui faisait le relais des questions des participants aux intervenants dans les webinaires du pôle. Mais aujourd'hui, Catherine est de l'autre côté pour nous présenter comment elle tente d'apprendre le métier d'étudiant au bloc 1 bio-ingénieur à Jean Blou Agrobiotech dans le cadre d'un cours de mathématiques. Et puis, dans un deuxième temps, Marie Laloux, qui est conseillère CAPSUP au service d'accompagnement à la réussite à l'ENALUX, elle présentera aujourd'hui des dispositifs qui ont été mis en place en collaboration avec des enseignants du département social de l'ENALUX, visant à favoriser le recul réflexif des étudiants par rapport à leur méthode de travail. Alors, comme à chaque fois lors de nos webinaires, on vous invite à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de leur arrivée et à l'issue de chacune des présentations. Aujourd'hui, c'est Charlotte Sine de l'Université de Namur, merci Charlotte, qui jouera le rôle de modérateur du chat et qui prendra note de vos questions, qui fera le relais. Et puis, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, donc on peut aussi imaginer que certains posent des questions à main levée en fonction du temps qu'on aura. Il me reste à vous remercier d'être présents. Merci aux membres du groupe de travail qui travaillent avec moi et collaborent encore à la préparation de ces webinaires. Et un tout grand merci à Marie et Catherine déjà d'avance pour leur partage de pratiques. Et donc, je laisse la place à Catherine Collot. Bon webinaire à tous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci à Nathalie de me donner l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on fait ici à Jean Blou. L'activité dont je vais vous parler aujourd'hui fait suite à une constatation de la vision du métier d'étudiant par nos primo-arrivants. En fait, d'après eux et d'après beaucoup d'entre eux, être étudiant, c'est aller en cours, en tout cas le plus souvent possible, et essayer de rester concentré pendant les cours. Et puis, c'est étudier. Souvent très tardivement, parfois la veille de l'examen, et puis se présenter à l'examen dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, essayer de le réussir. Et lorsqu'on discute avec les étudiants qui malheureusement n'ont pas réussi cet examen, on se rendait compte qu'il y avait un gros problème de méthodologie, un gros problème de « je ne sais pas ce que je dois faire pour bien préparer cet examen ». Et donc, on s'est dit qu'on devait à tout prix proposer une activité qui puisse montrer, qui puisse expliquer aux étudiants ce qu'il serait bon de faire, ce qu'il peut être fait, et de leur donner comme ça toute une espèce de palette d'outils qu'ils peuvent choisir d'appliquer ou pas, et en tout cas essayer de les motiver d'en faire quelques-uns. Alors, le cahier des charges pour faire cette activité, eh bien, c'était avant tout une activité qui soit incluse dans une unité d'enseignement, quelque chose qui ait du sens pour eux, quelque chose qui se base sur un cours qu'ils ont à l'horaire actuellement.
une activité qui s'intègre dans l'horaire et qui ne s'ajoute pas encore en plus à leur horaire qui sont déjà bien chargés, et une activité qui leur montre des choses à faire, qui les encourage, mais qui ne les culpabilise pas et qui ne leur fait pas croire qu'on doit tout faire dans tous les cours parce qu'effectivement, ils n'ont aussi que 24 heures dans une journée. Et donc, voilà ce que l'on propose de mettre en place. Lors du tout premier cours de mathématiques, donc la première semaine de la rentrée, la professeure de mathématiques, Madame Charles, les accueille et leur explique qu'il est très important de travailler le cours de mathématiques régulièrement pour avoir toutes les chances de réussite en fin de quadrille. Et leur propose de prendre part à une activité qui va réellement s'intégrer à son cours dans le cadre de ce premier chapitre et qui leur permettra de comparer ce qu'ils font, ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire avec ce qu'il peut être fait et ce qu'il doit être fait. Et donc, l'idée, c'est de leur dire, voilà, vous allez travailler le premier chapitre comme vous l'entendez, et puis on aura une séance de restitution pendant laquelle on va vous montrer certaines choses, on va attirer votre attention sur certains points. Et donc, pendant 2 fois 2 heures, je me place dans l'amphi avec les étudiants et je prends note en même temps qu'eux, pendant que Madame Charles donne son cours de mathématiques sur les vecteurs. Je prends note et puis, avant le début du deuxième cours, c'est-à-dire la semaine suivante, eh bien, je rejoins Madame Charles dans l'amphi. Et on fait toutes les deux une restitution des différentes méthodologies qui peuvent être appliquées au cours de mathématiques. Ça, c'est vraiment l'activité principale. Et pour les plus motivés, ceux qui le souhaitent, on propose un séminaire la semaine suivante qui leur permet de voir comment on peut intégrer le cours d'exercice au cours de théorie, puisque ça, c'est un autre problème, c'est qu'ils font généralement de la théorie et de l'exercice, 2 cours complètement séparés. L'important pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'il y a différents moments clés dans un cours. On ne travaille pas le cours de la même façon à n'importe quel moment. Il y a des activités qui sont typiques de pendant le cours, des activités qui doivent être menées après le cours, des activités qui sont, elles, dédiées à la fin d'un chapitre, et puis des activités qui intègrent d'autres activités que le cours théorique, comme dans le cadre du cours de mathématiques, les exercices. Et donc, pendant cette courte présentation, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer un petit peu rapidement ce qu'on leur propose pendant cette séance de restitution. Donc, vraiment, l'idée, c'est eux arrivent avec leur matériel et puis regardent un petit peu et puis posent des questions. On échange avec eux sur ce qu'ils ont fait, ce qui est bien de faire et ce qu'il serait bon de faire. Alors, première étape, quoi faire pendant le cours. Avant de commencer réellement à discuter de quoi faire pendant le cours, on leur propose un rapide et très simple fonctionnement de la mémoire en leur disant que l'idéal, c'est de fixer les informations dans la mémoire à long terme, qui est la mémoire la plus pérenne et celle qui leur permettra le mieux de se souvenir des informations, mais que pour qu'une information arrive à la mémoire à long terme, il doit passer par la mémoire à très court terme et la mémoire à court terme. Et que ça ne se fait pas n'importe comment. Et dans le cadre d'un cours, le fait d'assister au cours stimule par la vue et par l'ouïe essentiellement la mémoire à très court terme, et donc les informations passent par cette mémoire à très court terme, mais dès qu'ils sont déconcentrés, dès qu'ils font un petit peu autre chose, dès qu'ils perdent un peu le fil du cours, ce qui est très facile si on ne fait que assister au cours, eh bien ces informations sont directement oubliées, ou en tout cas très très rapidement oubliées, et ne peuvent pas être vraiment valorisées. Pour pouvoir avoir le plus de chances possible d'emmener ces informations à la mémoire à court terme, il faut être actif. Et être actif au cours, c'est quoi? C'est essentiellement prendre des notes. Et donc, prendre des notes, on peut le faire de façon différente. On leur dit qu'ils peuvent prendre des notes sur leur syllabus, sur les guillas, sur des feuilles libres, et même maintenant sur les ordinateurs et sur les tablettes, et qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Ils doivent trouver leur façon de faire et qui dépend de plusieurs choses, qui dépend de quels sont les supports qui sont mis à disposition par l'enseignant, mais aussi de comment eux se sentent dans la matière. Une matière où on a vraiment beaucoup de difficultés, c'est peut-être mieux de prendre des supports qui sont déjà complétés, comme le syllabus et les DIA, et en rajouter, plutôt que de se lancer sur des feuilles libres. Ça dépend aussi de la finalité du cours. Est-ce que c'est un cours où je vais devoir aller un peu plus loin que ce qu'il y a dans les notes, ou est-ce que c'est un cours qui sera de la pure restitution et tout est déjà dans les notes? Donc, on leur fait prendre conscience qu'il y a différentes choses et puis on regarde un petit peu avec eux dans l'amphi de qui fait quoi, et on discute un petit peu avec eux par rapport à ces différentes habitudes.
Et puis, on insiste sur la plus-value de venir au cours. Donc, il y a un petit jeu entre Catherine et moi pendant le cours et notamment à un moment, elle donne un exercice. Elle dit que c'est un exercice type examen, mais qu'elle n'a pas le temps de le résoudre pendant le cours, mais que bien entendu, s'ils ont des questions, ils peuvent venir la voir le cours suivant et qu'elle verra avec eux. Et pendant la restitution, on demande à l'amphi combien de personnes ont noté cette information. Et généralement, sur un amphi de 150, 160 étudiants, on a une quinzaine d'étudiants qui ont noté qu'effectivement, c'était un exercice intéressant. Et parmi ces étudiants, il y en a 2 ou 3 qui ont essayé de le résoudre. Et donc ça, on attire l'attention sur le fait que venir au cours et juste repartir avec ce qu'il y a dans les supports, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut vraiment aller chercher le plus de venir au cours. Et ce genre d'information est très, très important. Tout comme les informations plus pratiques voilà ici les différentes propriétés, qu'est-ce que l'étudiant doit savoir faire? Eh bien, le professeur explique qu'il doit savoir décrire les 3 les plus importantes. Il faut aussi repérer les moments où l'enseignant insiste sur certains points qui sont d'office des points beaucoup plus importants que d'autres. Et ainsi, on a des informations qui sont très, très importantes pour gérer sa façon de travailler le cours et pour gérer le temps et l'implication qu'on met dans différentes parties du cours. Ça, c'est ce qui concerne la prise de notes. On leur donne aussi des conseils comme par exemple ne pas écrire sur laisser le verso des feuilles libres quand on imprime les slides pour pouvoir mettre des informations supplémentaires. Quand on prend note sur des feuilles libres, de noter la date et la page pour éviter de se retrouver avec des pages qui se mélangent. Donc voilà, tous des petits trucs et astuces comme laisser une marge, de laisser de l'espace pour mettre de l'information supplémentaire. Ça, ce sont tous des petits trucs qu'on leur donne pendant la séance. Et puis, on leur fait prendre conscience qu'on ne peut pas s'arrêter là, qu'il y a des choses à faire après le cours et avant d'étudier le cours. Et que cette deuxième étape, c'est vraiment le core business du métier d'étudiant. C'est vraiment l'étape qui va leur prendre le plus de temps, mais c'est l'étape qui va réellement leur permettre de prendre en main la matière, de vraiment comprendre la matière. Et si j'en reviens à notre petit schéma de la mémoire, je leur explique que s'ils vont au cours, s'ils prennent note et puis qu'ils déposent leur cours sur les étagères et attendent le blocus pour l'ouvrir et étudier, probablement que la mémoire qui est bien faite et qui évite l'engorgement inutile aura fait le nettoyage et aura effacé ces informations qui pour elles ne sont pas utilisées régulièrement. Et donc, ils devront probablement repartir de zéro. S'ils veulent capitaliser sur le travail qu'ils ont fait au cours et pouvoir déjà pousser jusqu'à la mémoire à long terme efficacement certaines informations, alors ils doivent retravailler cette matière-là et normalement plusieurs fois et de manière différente. Et c'est quoi la première façon de travailler la matière? Eh bien, c'est de retravailler ces notes de cours. Ce qu'on leur montre, c'est que voilà, comment peut apparaître un syllabus à la sortie d'un cours. Donc, vous voyez, ce sont mes notes. J'ai mis quelques informations à gauche, à droite. Et voilà ce qu'on peut en faire après avoir retravaillé et complété ces notes. On peut mettre en évidence certaines choses. On peut ajouter de l'information et ça, c'est important de leur dire peut-être que maintenant, voilà, vous comprenez et c'est clair dans votre tête, mais est-ce que ça le sera toujours dans 5 ou 6 mois? Donc, n'hésitez pas de mettre des informations supplémentaires qui, lorsque vous allez reprendre votre cours pour réellement l'étudier, vous permettront de toujours être d'accord et de comprendre l'information. Et puis, on leur dit que c'est aussi l'occasion, quand on travaille en cours, de s'assurer de la compréhension. Par exemple, de refaire un exercice qui a été vite fait pendant le cours, de s'assurer qu'on a bien compris. Par exemple, de refaire une démonstration pour s'assurer qu'on l'a bien comprise et ne pas hésiter à mettre des informations à nouveau complémentaires pour que le jour où on va réellement devoir étudier la matière, que tout ça puisse encore être clair dans notre esprit. Ça peut se faire évidemment sur le syllabus ou sur des feuilles libres, comme vous le voyez ici. On leur dit aussi que ce travail de retravailler les notes, c'est aussi important pour mettre à jour des zones d'ombre, des choses qu'ils n'ont pas comprises. Et là, ils ont le temps de se retourner vers les enseignants, vers les assistants et même vers les potes pour aller chercher des informations. L'idée, c'est de leur faire comprendre qu'une information qui n'est pas comprise au premier cours va s'aggraver, c'est l'effet boule de neige, et faire en sorte que le second cours, ce sera encore plus difficile de comprendre et puis finalement, on décroche complètement. Plus ils travailleront régulièrement à la matière et plus ils s'assureront par ce retravail des notes qu'il y a peut-être certains points qu'ils n'ont pas bien compris et ils peuvent aller chercher l'information, plus ils seront à l'aise
pour travailler réellement, pour étudier réellement leur cours. On leur dit aussi que travailler régulièrement, c'est aussi rendre les cours de plus en plus efficaces. Je m'explique, si je retravaille mon cours, au début du prochain cours, Madame Charles fait toujours un petit résumé des choses importantes du cours précédent. Si ce qu'elle dit me parle, c'est OK, c'est un check aussi par rapport à ma manière de travailler. Si elle aborde un point que je ne comprends pas du tout ou que je n'ai pas vu, ben, c'est peut-être une petite alerte de se dire, il faudrait peut-être que j'aille revoir ce point-là, parce que si elle en reparle au début du deuxième cours, c'est que forcément, c'est quelque chose qui a toute son importance. Donc, on essaye d'attirer un petit peu l'attention des étudiants sur le fait que prendre note, même si on prend bien note, quelquefois, ça ne suffit pas, et surtout dans les cours où ils ne sont pas à l'aise. Et on leur dit que retravailler à ce point les notes, c'est peut-être pas possible dans tous les cours, mais que ça a son importance dans les cours où ils ont des faiblesses, parce que c'est vraiment là qu'ils vont pouvoir se dégager du temps pour pouvoir comprendre le cours. Et puis, donc là, c'est le travail après chaque cours. On leur dit qu'à la fin d'un chapitre, il peut être intéressant aussi de créer un outil. Alors, pourquoi? Quand on travaille en cours, on est vraiment au niveau microscopique, on est vraiment à la compréhension du concept, mais pour l'examen, il est important d'avoir une vue un peu plus globale, un peu plus macroscopique. Parce que, à part les questions de restitution très, très précises qui sont quand même peu nombreuses à l'université, on leur demandera souvent de faire des comparaisons entre différentes choses, on leur demandera souvent par une question transversale d'aller chercher différents concepts, et s'ils ne se sont pas habitués à voyager un petit peu dans la matière, ça peut être difficile pour eux. Je prends cette analogie pour un petit peu leur expliquer pourquoi ça peut être intéressant. Je leur dis qu'en travaillant en cours et en s'assurant de la compréhension, quelque part, ils remplissent des caisses qu'ils stockent dans un espace de stockage. Et le jour de l'examen, eh bien, ils courent dans leur espace de stockage et ils vont chercher l'information. Comme rien n'est organisé ou très peu organisé, ça leur prend un certain temps pour aller chercher l'information. Et le temps, c'est un facteur qui peut être de réussite, mais qui peut être aussi impactant pour l'échec si on prend trop de temps pour aller chercher l'information. Si par contre, je fais quelque chose qui organise finalement toutes ces informations, qui me dit, tiens, cette boîte-là, je dois plutôt la mettre à côté de cette boîte-là. Cette boîte-là, ce sera plus des définitions. Cette boîte-là, ce sera plus attaché à des propriétés. Quelque part, j'ai un plan de ma zone de stockage. Et quand je vais avoir une question, eh bien, je vais être beaucoup plus rapide pour aller chercher l'information. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est ces questions transversales. Je les ai déjà un petit peu préparées, parce que si j'ai mis cette boîte à côté de l'autre, c'est qu'il y a déjà un lien. Et donc, je prépare déjà un petit peu la matière. Le fait d'organiser cette mémoire, d'organiser ces connaissances, ça permet aussi de voir si on a bien capté les liens entre concepts. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants ont parfois du mal à faire. Ils étudient vraiment concept après concept et ne s'intéressent pas toujours à voir comment les concepts sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, OK, faire un outil, mais lequel? Eh bien, ça dépend. À nouveau, on leur dit qu'on ne peut pas faire des outils dans tous les cours. On leur dit que tous les outils ne sont pas à faire dans tous les cours et qu'il faut un petit peu tester. D'abord, voir est-ce qu'on a une mémoire plutôt synthétique ou une mémoire qui a besoin de beaucoup de détails pour fixer un concept, mais alors dans ce cas, qu'on a besoin d'une espèce de carte de sa mémoire. Est-ce qu'on a une mémoire visuelle ou pas? Est-ce que finalement, l'examen, ce sera une question ouverte qui me demandera d'avoir une vue globale du cours, ou plutôt des QCM avec des questions très, très précises? Est-ce que c'est de la théorie? Est-ce que c'est de la compréhension? Tout ça doit être pris en compte. Et on leur présente différents outils. Alors, le premier outil, celui avec lequel finalement ils sont le plus à l'aise, parce qu'ils l'ont fait pour certains dans le secondaire, c'est le fameux résumé, ou certains appellent ça synthèse. C'est vraiment aller rechercher dans leurs notes l'essentiel et de pouvoir le remettre sur un nouveau document. Cet outil est complet, il est personnalisé. Il se substitue aux notes, donc l'étudiant va pouvoir étudier directement dans ce résumé. Mais attention, il y a des pièges dans lesquels on tombe facilement dans cet outil. C'est premièrement tomber dans l'activité du scribe, cette transcription au propre, et ça, on a souvent ça en début d'année, bien mettre des cadres, des couleurs, des choses comme ça, et puis finalement, on s'intéresse plus à la forme qu'au fond, et on peut recopier des choses sans vraiment s'intéresser de savoir si on les comprend ou pas. Donc ça, il faut faire très attention. Et puis, c'est aussi quelque chose d'hyper chronophage. Donc, il faut se poser la question de voir s'il y a un intérêt de faire ce travail et d'évaluer s'il y a un intérêt, le temps que cela va prendre. Le deuxième outil qu'on leur présente,
qui est beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins complet, c'est la table des matières enrichies. L'idée, c'est de reprendre la table des matières du chapitre et en dessous de chacun des titres, de mettre les informations qui sont hyper importantes. Les définitions, les concepts clés. C'est quelque chose qui est très épuré, qui ne peut pas se substituer aux notes, mais qui permet, par exemple, quand on va étudier, de regarder et de checker si on a bien toutes les choses très importantes. Et puis, on arrive à des outils un peu plus poussés, comme par exemple la carte conceptuelle ou la synthèse graphique. Alors, la différence est parfois un petit peu difficile à comprendre. Pour nous, la synthèse graphique est peut-être un peu plus fournie en informations que la carte conceptuelle, mais dans les deux cas, ce sont des outils qui ont l'avantage de quitter la structure linéaire du cours. Quelque part, là, on organise un petit peu sa synthèse, sa carte conceptuelle, un peu comme on voit le cours dans sa mémoire. Par exemple, ici, dans les vecteurs, eh bien, l'étudiant voit tout le chapitre sur les opérations des vecteurs, séparées en deux grandes parties, celles qui donnent d'autres vecteurs et puis celles qui donnent des scalaires. Et il a organisé tout ça comme ça. Et donc, quelque part, ça lui permet de faire des liens entre les concepts et de déjà voir les choses qui se ressemblent, les choses qui sont différentes. Et ça, c'est vraiment un outil qui demande une bonne compréhension du cours. Donc, faire cet outil, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment, vraiment un outil qui permet de checker la compréhension des choses et qui permet à l'étudiant éventuellement de pouvoir aller chercher des choses pour combler des lacunes. Alors, j'essaye de me dépêcher un petit peu parce que je suis un peu trop lente, pardon. On leur dit que faire tout partout, c'est pas possible et qu'il faut cibler les cours les plus difficiles, évaluer quel outil pourrait leur apporter le plus et puis s'accorder du temps pour tester cette idée et voir si finalement, réellement, ça leur apporte quelque chose. Juste la petite étape supplémentaire pour la partie exercice, ce qu'on fait, c'est leur demander d'arriver avec leurs outils et avec un assistant, cette fois, on regarde à nouveau certains exercices qu'ils ont déjà fait dans les séries TP et l'idée, c'est de voir s'ils ne peuvent pas, à partir des exercices, compléter leur outil. Donc, par exemple, ici, c'est un exercice où ils vont devoir travailler les produits scalaires, les composantes scalaires, mais à un moment, ils vont devoir résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. Est-ce qu'ils savent le faire? Un autre exercice où là, on est plus dans l'interprétation géométrique du produit triple mixte. Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Est-ce que finalement, ils connaissent les formules de base des formes géométriques les plus courantes? Et donc, peut-être que à partir de l'outil qu'ils ont créé dans le cours théorique, ils peuvent ajouter des informations qui seront très importantes pour faire les exercices et pour faire un tout entre les exercices et la théorie. Alors, en conclusion, je pense que le succès de cette activité est dû au fait qu'elle est intégrée dans une UE, que je travaille en collaboration avec l'enseignante, donc ça donne du poids et du sérieux à l'activité. Les étudiants qui travaillent cette activité n'ont pas l'impression de faire du travail inutile parce que c'est sur un cours qu'ils vont devoir étudier. Ça leur permet de percevoir ce qui peut être fait et de faire un petit peu le marché, voir tiens, ça, je pense que ça pourrait m'aider ou pas. Ça donne des pistes, mais on essaye vraiment de ne pas les faire culpabiliser et de ne pas leur donner l'impression qu'ils doivent travailler 6 jours pour 2 heures de cours. Et puis, on leur donne la possibilité de poursuivre en entretien individuel cette initiation. Donc, par exemple, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi pour apprendre à faire des cartes conceptuelles, pour voir comment on peut faire des tables de matière enrichie, ou pour discuter de voir par rapport à quel cours, quel outil serait le plus performant pour eux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolée d'avoir dépassé un petit peu mon temps. Je vais arrêter. Un grand merci, Catherine. Tu n'as pas du tout dépassé ton temps. C'est vrai? Ah, Tu as fait 20 minutes pile, mais c'est moi qui ai pris un peu de temps au début pour présenter les choses et voilà, c'était parfait. Très bien, merci. Un tout grand merci pour ce partage très intéressant qui donne beaucoup de pistes. Je propose à Charlotte de poursuivre. C'est toi qui gères les questions aujourd'hui. Ça marche, oui. Effectivement. Merci Catherine, en effet, pour cette intervention. Alors, dans le chat, on n'a pas eu de questions et je crois que c'est parce que c'était particulièrement clair. Mais je vais quand même reposer la question à tout le monde. Voilà, si vous avez des demandes de précision, peut-être, ou parce que à la fin, vu que tu es allé un peu plus vite, est-ce que quelqu'un souhaite qu'on
voilà, que Catherine puisse éventuellement éclaircir l'une ou l'autre chose. N'hésitez pas à vous manifester, sinon moi j'ai une question. Voilà. Attention. Personne. D'accord. Ben, moi, je vais déjà te poser ma question, Catherine. Ah, voilà. Ici, je vois une question sur la présence. La présence est-elle obligatoire? Non, c'est un cours théorique. La présence n'est absolument pas obligatoire. Maintenant, c'est le tout premier cours de maths. Et généralement, les étudiants savent que le cours de mathématiques est un cours qui n'est pas réputé facile. Et donc, ils sont nombreux à y participer. Et je dois dire qu'ils sont nombreux à jouer le jeu, en fait, à vraiment voir un petit peu ce qu'il en est, à essayer de voir s'ils sont dans le bon, etc. Maintenant, pour la dernière activité, l'activité séminaire complémentaire, sur 180 étudiants, on a entre 30 et 40 étudiants qui poussent plus loin l'activité du séminaire complémentaire, à part cette année où voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, où la fréquentation du séminaire complémentaire a vraiment chuté, mais cette année était peut-être un petit peu particulière et la date choisie pour ce séminaire n'était peut-être pas la plus opportune possible. Mais en tout cas, voilà, ça leur permet de voir un petit peu ce qu'il en est. On a beaucoup insisté sur « attention, on ne vous demande pas de tout faire pour chacun des chapitres du cours de mathématiques, mais vraiment de leur donner des idées, de leur faire comprendre que certains outils, oui, ça prend du temps, mais c'est des outils qui leur permettront de mieux asseoir leur connaissance et surtout de leur dire qu'on fait ça dans le cours de mathématiques, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel cours en fait. Et de leur demander d'aussi réfléchir à d'autres cours, de voir s'il n'y a pas un autre cours dans lequel éventuellement il serait opportun d'aller jusqu'à cet outil pour organiser leur étude. Merci, Catherine. Il y a une autre question pour toi, une question d'Emmanuel qui demande quel est le retour sur expérience? Est-ce que c'est la réussite des étudiants? Voilà. Alors, non, ça, de toute façon, comme l'activité, ils y participent, mais nous, déjà, on n'évalue pas qui a réellement joué le jeu ou pas. Ils sont dans l'amphi, on discute avec eux. On ne voit pas spécialement qui a vraiment joué le jeu, si ce n'est que voilà, ils interagissent pendant l'activité. Par contre, dans l'activité où on va plus loin, où on essaye de leur faire comprendre l'importance de lier les exercices et la théorie, là, clairement, ce sont souvent des étudiants qui ne sont... Alors, la majorité des étudiants sont des étudiants qui sont à l'aise en mathématiques et qui veulent vraiment aller plus loin, mais qui ont conscience qu'il ne faut pas en faire de cours différents. Donc là, c'est plus sur ce point-là où on travaille avec Madame Charles de comment faire prendre conscience aux étudiants qu'il faut fusionner le cours de théorie et d'exercice pour que ce soit efficace et qu'ils s'en rendent compte en début d'année et pas au moment où ils étudient que voilà, les deux cours sont deux mêmes cours. Et ça, c'est un piège parce qu'à l'université, les cours ne sont pas donnés par les mêmes personnes. La théorie est donnée par le professeur et les exercices par les assistants. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, ils en font deux cours différents. Ils vont même jusqu'à les étudier à des moments différents. Et donc, là, ça pose effectivement problème. Mais les étudiants qu'on voit arriver au séminaire avec leur outil déjà préparé et dans lequel on leur explique comment on peut encore enrichir l'outil, généralement, ce sont des étudiants qui ont déjà une bonne méthode de travail, mais qui s'inquiètent par rapport à l'intégration en autonomie de cette partie exercice dans leur partie théorique. On a encore deux questions qui sont arrivées. Alors, il y a une question. Donc, est-ce que vous avez un outil pour que les étudiants puissent identifier leur profil d'apprentissage? Non, pas directement. Maintenant, quand ils viennent ici en rendez-vous individuel, là, on a plus ce temps de se poser, de discuter, de voir un petit peu avec eux ce qu'ils font habituellement, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais on n'a pas vraiment un outil de diagnostic voilà, s'ils sont plus graphiques ou s'ils sont plus ça. Kinesthésique. C'est ça. Non, ça, on n'a pas l'outil, on n'exploite pas en tant que tel l'outil, non. OK. Et alors, une question de Georges qui demande une remédiation est-elle organisée en cours d'année? Donc,
j'imagine, en complément Alors de oui, en celle… mathématiques, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment tous les mercredis après-midi, ils ont les assistants tiennent à disposition des étudiants pour répondre à leurs questions. Tous les 3 cours, toutes les 3 semaines, il y a 2 heures de remédiation à l'horaire. Donc, à la place du cours, il y a 2 heures où l'enseignant fait soit des questions avec boîtier électronique, soit résout un exercice type examen, soit fait une séance de questions-réponses. Ça, c'est globalement surtout le premier quadri. Et puis, on a mis en place depuis 2 ans, pour les étudiants qui ont vraiment essayé de réussir leur cours de maths et qui sont en échec grave à la fin du premier quadri, on leur propose une remédiation. Et donc, l'idée, c'est d'alléger leur PAE du deuxième quadri, donc de se désinscrire du cours de mathématiques deuxième partie, puisqu'ils n'ont pas réussi la première partie. Et pendant que les autres sont dans le cours de maths de deuxième partie, eux ont 4 heures par semaine de travail en petits groupes avec des élèves moniteurs, mais qui sont encadrés par notre professeur de mathématiques, où ils revoient le cours du premier quadri, mais aussi et surtout les bases, parce que c'est souvent pour ça qu'ils échouent, hein, des choses qu'ils n'ont pas acquises en rénové. Donc, ils revoient ça et l'idée, c'est vraiment de les accompagner pour que certains puissent valider l'examen en juin, mais surtout pour combler les lacunes, pour que éventuellement, s'ils représentent le cours l'année prochaine, ils puissent partir avec des bons outils. Donc en mathématiques, on a quand même tout un panel d'aides qui est bien développé et qui est, ma foi, bien utile et de plus en plus utile pour accompagner les étudiants dans la maîtrise de cet outil qui répercute dans tous les autres cours, hein, en chimie, quand ils font des cours de pH, en physique. C'est souvent l'outil mathématique qui est le point de départ de gros soucis. Merci Catherine. Et alors, on a juste pour terminer une petite recommandation d'Isabelle qui nous dit apprendre-à-apprendre.com est super bien fait et les étudiants s'y retrouvent. Donc, moi, je viens de le noter dans mon cahier. Donc, merci Isabelle. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je propose qu'on passe à la suite. À Marie, et s'il y a encore des questions, Voilà. tout à la fin, on pourra y revenir. Comme ça, on laisse le temps à Marie de présenter aussi ces dispositifs. Encore un grand merci, Catherine. Et merci à vous. Et Marie, tu peux partager ton écran. Voilà, bonjour tout le monde. Eh bien, Catherine, merci. Tu m'as facilité la tâche de démarrage. Je vais pouvoir gagner du temps. Puisqu'effectivement, comme toi, je travaille pour un service d'accompagnement à la réussite et depuis plusieurs années, on se rend compte que je travaille dans un département où malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'évaluations formatives avant la première session d'examen de janvier. Et cette première session de janvier d'examen est malheureusement parfois la première fois où l'étudiant vraiment se confronte aux exigences du supérieur. Ça, c'est sans doute quelque chose que vous avez constaté dans votre pratique également. Les résultats sont souvent décevants pour les étudiants et pourtant ils me disent « Madame, je vous assure, on a travaillé ». Donc c'est décevant et c'est aussi décourageant. Alors, les étudiants se disent je vais aller voir ma copie d'examen puisque cette possibilité existe, hein, comme vous le savez. Je vais aller voir ma copie d'examen. Et puis, je me rends compte, en fait, quand je discute avec eux, après avoir été confrontés à leurs résultats, après avoir consulté leur copie d'examen, ils me disent voilà, je me rends compte qu'au blocus, je n'ai pas assez étudié. Le prof m'a dit que je devais étudier plus. Ok, tu vas étudier plus, mais comment as-tu l'impression que tu dois t'y prendre? Est-ce que tu as réfléchi? Ça veut dire que je dois rester plus longtemps devant mes cours, que je dois plus longtemps travailler. Donc, c'est un petit peu le même constat que ce que Catherine nous expliquait il y a quelques instants. L'étudiant ne semble pas se dire, c'est pas juste étudier plus, mais c'est peut-être s'y prendre différemment, c'est peut-être mettre autre chose dans le étudier plus, quoi. Voilà. Donc, je suis partie du constat de me dire, voilà, il faut absolument pouvoir faire quelque chose dans la matière. C'est sûr qu'il y a des ateliers où on explique aux étudiants comment essayer de travailler, quels sont vraiment les outils qu'ils doivent utiliser comme étudiants pour en faire vraiment un métier d'étudiant du supérieur. Mais malheureusement, je me rends compte que ça ne suffit pas, les résultats sont peu positifs et puis finalement l'étudiant est déçu, les enseignants sont déçus, le service d'accompagnement à la réussite est déçu également. Et donc, je vois que mes dias n'ont pas défilé, pourtant j'avais appuyé, voilà, désolée, voilà, on peut passer. Alors, du coup, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, voilà, je suis partie du principe de me dire, voilà, à un moment donné, il faut vraiment travailler sur la compréhension et l'appropriation par les étudiants des compétences visées par les cours.
quand je discute avec les étudiants, je dis, mais tiens, qu'est-ce qui te paraît important dans ce cours? C'est quoi les attentes du professeur? Tu es dans un bachelier professionnalisant. Donc, en fait, ici, je travaille vraiment dans 2 bacheliers professionnalisants, un bachelier assistant social et un bachelier gestionnaire des ressources humaines. Donc, l'enseignant, quand il travaille, essaye évidemment que l'étudiant puisse directement utiliser les compétences développées pendant le cours dans le cadre de ces stages. Donc, c'est vraiment du concret. Et je dis à l'étudiant, voilà, quand tu as ce cours-là, mais finalement, à quoi ça te sert et donc à quoi est-ce que tu dois être vigilant? Quelles sont les compétences que le professeur attend que tu développes? Et souvent, l'étudiant ne sait pas trop me répondre. Or, sincèrement, j'ai déjà assisté à des premiers cours de mes collègues, c'est expliqué, hein, mais voilà. Je me suis dit, la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument travailler avec les étudiants pour qu'ils puissent un peu analyser, avoir un recul réflexif sur la manière dont ils travaillent et sur leur méthode de travail. Et puis, ma troisième intuition, c'était de dire, ben voilà, il faut absolument amener les étudiants à se dire, ben voilà, quelles sont les stratégies qui fonctionnent dans ce que je fais, qu'est-ce qui fonctionne déjà bien et quels sont ceux que je peux peut-être aménager, améliorer et aussi quelles sont celles que je peux transposer dans d'autres disciplines. Il y a des étudiants qui utilisent des stratégies tout à fait adéquates et porteuses dans un cours, et puis je me rends compte, je ne sais pas trop pourquoi, qu'ils ne pensent pas à les utiliser dans d'autres disciplines. Donc voilà. Et l'idée, je me suis dit, voilà, moi ça c'est mes 3 objectifs, je pense vraiment qu'on doit travailler sur ces 3 éléments-là. Qu'est-ce que, au niveau du service d'accompagnement à la réussite, je peux mettre en place pour y parvenir? Alors, on a eu après cette réflexion qui est venue, et je me suis dit, ben voilà, on va essayer d'organiser des activités en collaboration, vous, hein, Catherine, comme elle, en collaboration avec les enseignants chargés vraiment de la discipline. Ici, en l'occurrence, c'était un cours de sociologie, un cours de méthodologie des sciences humaines et un cours de comptabilité. Et l'idée, c'était de se dire, mais comment amener les étudiants dans le cadre d'une animation donnée avec le professeur chargé de ces matières, à la fois de permettre aux étudiants de tester leur degré de la maîtrise de la matière, de tester aussi l'efficience des méthodes de travail qu'ils utilisent, qu'ils puissent aussi percevoir, vérifier la perception et la compréhension qu'ils ont des compétences attendues dans ces différents cours, qu'ils puissent aussi ajuster leur niveau de maîtrise nécessaire aux exigences de cette matière-là. Là, souvent, enfin, vous en avez déjà fait le constat, les étudiants se disent, bah, oui, si je réponds ça va suffire au professeur, et dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Et puis, autre objectif, évaluer leur capacité à gérer l'examen en tant que tel, à la fois sur le plan, bien sûr, de la compréhension des questions, de la construction des réponses aussi, c'est super important, gérer correctement leur temps à l'examen et puis aussi gérer le stress. Alors, quand on a pris cette décision-là, on a un petit peu cherché, on a lu, et c'est vrai que je suis retombée sur un ouvrage de Marie-Louise Zimmermann qui est « Concevoir et pratiquer une évaluation autonomisante », qui rappelait un petit peu différents éléments pour que justement une évaluation soit vraiment un vecteur de réussite pour les étudiants. Et j'ai pas mal consulté également les travaux de l'équipe de monsieur Laurent Ledic à l'Université de Liège, qui a essayé vraiment d'implémenter le principe de feedback, de rétroaction, en disant, mais voilà, pour qu'un feedback et qu'une rétroaction soient efficaces, il faut qu'elles soient construites d'une certaine manière. Donc, j'ai mis les références bibliographiques pour ceux pour qui ça intéresserait, pour s'en inspirer également. Suite à ces réflexions, à ces différentes lectures, on a mis concrètement en place une journée en novembre, qui était donc novembre. Pourquoi? Parce que ça permettait aux étudiants d'avoir encore suffisamment de semaines pour éventuellement corriger le tir, entre guillemets. Donc, en novembre, les étudiants de chacune des sections dont je vous parlais tout à l'heure ont eu l'occasion d'avoir une journée un petit peu spécifique pour tester justement l'efficacité à la fois de leur méthode de travail et leur maîtrise de la matière. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, avec des enseignants volontaires, on a réfléchi une animation où justement on allait pouvoir travailler les objectifs précités. Les étudiants ont eu l'occasion de choisir entre 4 cours. Dans ces 4 cours proposés, ils devaient choisir 2 matières, une qu'ils allaient travailler le matin et une qu'ils allaient travailler l'après-midi. On leur a également dit, voilà, vous mettez un ordre préférentiel, mais on va essayer que vous ayez les 2 matières prioritairement importantes pour vous. Globalement, on y est arrivé à quelques exceptions près.
Les ateliers ont été placés dans l'horaire habituel de cours également, et on leur a donné vraiment la partie de matière sur laquelle ils devaient focaliser leur étude. On ne leur a pas donné de consignes, étudier comme ci, étudier comme ça. C'était vraiment, voilà, vous savez que vous faites comme si vous aviez une interro, si vous aviez un examen sur cette partie de matière-là, donc jouer le jeu. On a vraiment essayé de les conscientiser au fait que s'ils ne jouaient pas le jeu, de vraiment étudier comme ils le feraient s'ils étaient en blocus, comme s'ils étaient en session d'examen, mais l'exercice serait un petit peu, n'aurait pas beaucoup de sens, quoi, puisque l'idée, c'était vraiment de voir, tiens, vos méthodes, ça fonctionne pas, et la maîtrise de la matière, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, on a travaillé sur 3 cours différents. Alors, dans la manière dont on a fonctionné, il y a eu des choses similaires, il y a eu des choses différentes. Je vais y revenir en détail, hein, voilà. Mais ce qui était vraiment similaire entre les 2 dispositifs, la première chose, c'est qu'il y a au début de chaque cours, chaque fois eu un moment d'auto-évaluation sur la manière dont j'ai, en tant qu'étudiant, préparé mon examen. Voilà, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Le deuxième point commun qu'il y a eu, c'est chaque fois, il y a eu un temps d'entraînement à l'évaluation. Donc, l'étudiant a pu se tester comme s'il était en évaluation, avec chaque fois une correction immédiate et pas une correction qui arrive de manière parfois assez lointaine. Dans la première expérience, c'était une évaluation par les pairs, et dans la deuxième expérience, ça a été une correction collective. Ensuite, le troisième point commun, c'est que chaque fois, on a veillé à avoir un temps de structuration pour essayer que les étudiants repèrent, tiens, comment est-ce que je m'y suis pris, quels sont les processus qui ont fonctionné, comment est-ce que je pourrais retravailler ma méthode de travail. Voilà, on a vraiment essayé chaque fois de structurer un temps par rapport à ça. Et ensuite, on a vraiment essayé de dire, au final, une fois qu'on a réfléchi à tout ça, quelles sont les stratégies méthodologiques que je conserve, quelles sont les stratégies que je vais essayer de modifier et les nouvelles que je vais essayer de mettre en œuvre dans ma pratique, dans mon métier d'étudiant. Voilà. Et alors, on a vraiment essayé d'insister. Alors là, j'ai peu d'éléments pour mesurer, pour savoir si on y est vraiment arrivé, pour se dire, voilà, ce qu'on travaille ici au niveau méthodologie, sur le cours de socio, sur le cours de MSH et sur le cours de compta, qu'est-ce que vous pouvez réutiliser après dans d'autres matières? Donc, l'idée n'était pas de se dire, on travaille la méthodologie d'études spécifique au cours de socio, de MSH ou de comptabilité. Non. Notre objectif, c'était vraiment de se dire, ces cours-là sont des alibis, des exemples, pour après pouvoir développer vraiment ces méthodologies éventuellement dans d'autres matières, dans d'autres disciplines. Alors, je vous ai dit, on va faire plus un focus maintenant sur le cours de sociologie. Alors, la première étape, je vous disais, on a d'abord invité les étudiants à essayer d'auto-évaluer comment ils s'étaient préparés à cet examen. Dit autrement, est-ce qu'en tant qu'étudiant, j'ai fait ce qu'il fallait pour maîtriser la matière et réussir l'examen? Alors, dans cette première expérience, on l'a fait de manière orale, je dirais en auditoire. J'avais un auditoire de 70 étudiants et on l'a fait vraiment à bâton rompu avec les étudiants. Tiens, toi, comment est-ce que tu t'y es pris? Mais aussi en amenant l'étudiant à se dire, tu t'y es pris de cette manière-là, mais pourquoi est-ce que tu t'es dit que c'était une manière intéressante de faire? Est-ce que tu es sûr que cette manière de faire est adéquate? Donc vraiment, on est allé dans ce dialogue avec les étudiants et puis en invitant les autres étudiants à réagir sur les propositions faites par les autres étudiants. Donc, il y a vraiment eu un échange entre l'étudiant qui prenait la parole et les professeurs. Et alors, sur la question, comment es-tu sûr finalement que c'est une bonne manière de faire? Il y a certains étudiants qui disaient « Ah, mais moi, j'avais noté que le professeur avait dit à un moment donné que ça, c'était important. » Ou des étudiants de B2, donc de l'année supérieure, m'ont dit que il y a des étudiants qui ont dit mais je ne sais pas trop, j'ai fait comme je faisais quand je faisais en humanité, ça a toujours bien fonctionné puisque je suis là aujourd'hui, mais voilà. Donc, c'était déjà intéressant de se rendre compte qu'à ce niveau-là, ils n'avaient pas les mêmes stratégies de réflexion, ils entendaient que d'autres étudiants avaient d'autres idées. Et chose assez étonnante, aucun des étudiants ne nous a dit lors de cette expérience « Tiens, moi je suis allé voir la fiche de cours ». Vous savez, on a cette obligation de rédiger une fiche de cours, mais au-delà d'une obligation, nous comme enseignants, on espère que ce soit un outil, on prend du temps à construire justement, à rédiger ces fiches de cours. Et aucun étudiant ne nous a dit je vais aller voir la fiche de cours. Donc nous, on a sorti la fiche de cours, on avait prévu une photocopie d'ailleurs parce que
Voilà, et on a essayé d'amener l'étudiant à décortiquer, donc c'est un peu le point 2 de notre dispositif, à décortiquer la fiche de cours. Finalement, quand je lis cette fiche de cours, comment est-ce que je peux la comprendre? Alors, c'est assez bête, hein, mais le simple fait de dire aux étudiants, mais tiens, quand tu vois la compétence là, si tu mets devant le petit mot, tiens, à l'examen, je dois montrer au prof que je suis capable de faire cela, des étudiants qui ont ouvert des yeux grands comme des soucoupes en nous disant, ah ben oui, c'est clair en fait. Or, à nouveau, je sais que mes collègues expliquent ça aux étudiants, voilà, mais ils n'y reprennent pas au moment d'étudier, en tout cas au moment de se mettre au travail par rapport à leur cours. Et donc, en analysant cette fiche de cours, on est après à avoir bien décortiqué tout ça. Le professeur, à nouveau, était là pour ce travail-là. Mais on est repassé quelque part à un troisième temps d'auto-évaluation. Finalement, une fois que j'ai analysé la fiche de cours, une fois que j'ai entendu mes collègues me dire « Ah ben oui, le prof avait rappelé ça à tel moment » ou des étudiants de B2 m'ont dit ceci, cela, mais finalement, par rapport à la manière dont je m'y suis prise pour étudier cette matière, est-ce que j'ai l'impression que c'était la bonne manière de faire ou est-ce qu'au contraire, j'aurais dû peut-être m'y prendre autrement ou est-ce que je dois ajouter d'autres stratégies à ma boîte à outils? Voilà. Et puis, quatrième étape, hein, on est vraiment passé à l'exercisation, vraiment. Les étudiants ont été amenés finalement à répondre à une question d'examen. Alors, sur la manière de faire, les étudiants ont été répartis en sous-groupes, en fait, des sous-groupes de 6-7 étudiants. Ils ont chacun reçu un document de travail et ce document de travail les incitait à auto-évaluer la réponse qu'ils donnaient à la question d'examen. Pour ça, j'avais remis les critères d'évaluation que nous avions abordés au moment du décortiquage de la fiche de cours, en fait, et l'étudiant devait se dire, tiens, le groupe d'étudiants devait dire, tiens, là, si je réponds à ça de cette manière-là, est-ce que je tiens compte de l'ensemble des critères d'évaluation qu'on a décortiqués en analysant la fiche de cours et comment est-ce que du coup, je peux réajuster éventuellement la réponse fournie. Les étudiants avaient été prévenus que chaque sous-groupe devrait devenir, devant le grand groupe, sur l'estrade, expliciter la réponse formulée à la question d'examen. Alors, pourquoi cette présentation devant la classe? Puisque, c'est parce que les autres étudiants, après la présentation des réponses fournies par chacun des groupes, étaient amenés à évaluer leur pair. Donc, c'est-à-dire que chaque groupe d'étudiants, après avoir entendu la réponse à la question d'examen d'un groupe d'étudiants, avait reçu une fiche d'évaluation. À nouveau, se trouvaient les critères d'évaluation. Est-ce que la réponse tient bien compte de tel critère d'évaluation? Et si tel n'est pas le cas, chaque sous-groupe d'étudiants présents dans l'auditoire était invité à formuler une contre-proposition, en tout cas des suggestions d'amélioration pour répondre justement aux critères qui ne l'auraient pas été. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, j'essaye, mais voilà. Et donc, notre idée, c'était de se dire, après ça, j'espère que les étudiants vont bien percevoir finalement le niveau d'exigence, ils vont avoir l'occasion de s'exercer au niveau d'exigence et de le travailler. Voilà. Il y a bien sûr chaque fois eu un échange, hein. Les étudiants qui évaluaient leur pair donnaient leur retour, les étudiants qui avaient explicité leur réponse réagissaient, et tout ça dans le cadre d'un dialogue avec les étudiants. Et suite à ce dialogue, on est revenu vraiment à un temps de structuration et de recul réflexif. Finalement, quelles sont les questions à se poser avant d'étudier? Est-ce que je prends mon cours et puis hop, c'est ce que je mets tout de suite à lire, relire? Quand ils étudient, moi j'ai encore des étudiants qui me disent je lis 10 fois ma feuille et ma page et j'essaye de la répéter, quoi. Avant de faire ça, maintenant, quelles sont les questions que tu vas te poser avant d'étudier, bien sûr, le cours de socio, mais aussi avant d'étudier ton cours d'éco, enfin voilà. Qu'est-ce que du coup, tu te dis que tu conserves dans ce que tu fais déjà bien par rapport à tes méthodes de travail, et qu'est-ce que tu vas adapter ou qu'est-ce que tu vas ajouter? Et puis, quel parallèle tu peux faire avec d'autres cours? Et tout ça, vraiment, on demandait aux étudiants de prendre la parole, d'échanger. Donc, ça a permis vraiment un peu une espèce d'émulation dans l'auditoire où les étudiants vont un peu échanger leurs tips, hein, comme ils disent, par rapport à ça. Et il y a eu un réel échange à ce niveau-là. Et voilà un petit peu pour cette expérience au niveau du cours de sociologie. Alors, on va faire peut-être le focus maintenant sur l'autre cours. En fait, je dis l'autre cours, c'est parce que ça a été des expériences très similaires, donc le cours de méthodologie des sciences humaines et de comptabilité,
Il y a eu des petites divergences, mais globalement, le dispositif était le même. À nouveau, on est passé par un premier temps d'auto-évaluation de la préparation à l'examen. À la différence, en socio, c'était oral dans l'auditoire. Ici, j'ai donné à chaque étudiant un dossier dans lequel il y avait le questionnaire d'examen, mais avant de vraiment se pencher sur le questionnaire d'examen, il y avait deux questions qui étaient sur une échelle de 1 à 10, 10 correspondant à une maîtrise parfaite de la matière. Comment est-ce que tu évalues ta maîtrise de la matière avant de passer le test? Deuxième question, qu'est-ce qui te permet d'affirmer aujourd'hui que tu en es à ce degré de maîtrise de la matière? Et là, j'ai demandé aux étudiants, j'ai donné 3 minutes à l'étudiant pour vraiment écrire par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on est passé à la deuxième étape, vraiment l'examen écrit. Alors, c'est bête, mais j'ai marqué dans mon PowerPoint conditions identiques à la session. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des étudiants, bêtement, mais qui n'avaient pas leur TIPEX, qui n'avaient pas leur calculatrice et qui se disaient, pourtant on les avait prévenus, on fait comme à l'examen. Mais un étudiant qui se présente à l'examen sans son TIPEX ou sans sa calculatrice ou la calculatrice avec la batterie plate, c'est un étudiant qui ne peut pas emprunter le matériel à un autre étudiant. Et là, déjà, ça paraît stupide, mais il y a des hommes qui se sont dit « Oui, il faut vraiment faire gaffe, vous êtes vraiment aussi strict que ça dans le supérieur. » Voilà. Ensuite, une fois avoir présenté l'examen écrit, il y a eu un recul, un moment de recul à nouveau sur la manière dont j'ai préparé l'examen. Finalement, l'examen était-il conforme à mes attentes une fois que je l'ai eu présenté? Est-ce que j'ai été surpris par rapport à certaines questions, par rapport au degré d'exigence? Et donc, suite à ça, qu'est-ce que je dois maintenir ou adapter dans ma préparation avant même de passer à la correction en tant que telle? Voilà. Puis alors, on est passé à une correction collective. Ici, donc, on n'était plus dans une évaluation par les pairs, on est vraiment une correction collective en auditoire. Donc ici, j'avais face à moi en comptabilité un groupe d'une 50aine d'étudiants et en MSH également. Donc voilà, et là, c'était chaque fois un étudiant qui donnait la réponse. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu as répondu à la question un tel? Ni le professeur ni moi, nous ne disions si la réponse était correcte ou pas. On jouait vraiment le jeu de dire, tiens, tu donnes cette réponse-là, qu'est-ce qui te permet de dire que cette réponse est correcte? Qu'est-ce qui fait que tu as répondu ça? Sur quoi t'es-tu basé? Comment as-tu fonctionné? Donc, on a vraiment essayé, comme je dis parfois, je dis à l'étudiant, allez voir un peu dans votre cerveau quelles sont les démarches mentales que vous avez faites pour répondre à cette question-là. Ce qui permettait aux étudiants d'entendre et de réfléchir. Et là, il y a des étudiants qui parfois m'ont dit, ah, mais je me rends compte que ma réponse est tout à fait fausse en fait. Donc, ça nous permettait vraiment de mettre en évidence tous les processus qui doivent s'opérer à un moment donné avant finalement de répondre à une question d'examen. Voilà. Et le professeur était plus centré, lui, sur l'aspect vraiment disciplinaire, matière en tant que telle, tandis que lors de l'animation, moi, j'amenais vraiment les étudiants à être plus sur la méthodologie. Voilà. Et donc, à nouveau, on a essayé de comprendre comment notre cerveau fonctionnait, on a essayé de travailler ça. Et à ce moment-là, ensuite, on s'est dit, sur comment tu t'y es pris pour travailler, pour étudier, au sein du temps de correction collective, on a instauré ce que nous, on a appelé avec le prof des pauses méthodologiques, c'est-à-dire comment travailler son cours pour vraiment être préparé à ce type de questions. Alors, je vous donne un simple exemple. Voilà une des questions qui était présente dans l'évaluation du cours de méthodologie des sciences humaines. Quelle est l'échelle de cette variable, le nombre d'emprunts? Puis là, je dis aux étudiants, OK, vous êtes face à cette question. Quelles sont les premières questions réflexes, j'ai appelé ça, que vous vous posez lorsque vous êtes face à cette question? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que votre cerveau fait? Qu'est-ce qui se dit? Ah ben, je dois d'abord me dire, tiens, c'est quoi une variable? Puis ça fait référence à quoi dans mon ouvrage et tout ça? Dans ce cours-là, ils ont un ouvrage de référence qu'ils doivent manipuler, qu'ils doivent triturer, qu'ils doivent décortiquer. Et puis, une fois qu'on a eu fait tout ça, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on s'y prend? On a ce fameux ouvrage de référence. Est-ce qu'on étudie bêtement par cœur? Les étudiants disent, mais il est gros, c'est compliqué. Ah ben moi, je fais une synthèse, je fais un résumé. Et donc, on est parti concrètement. Ben, voilà.
comment est-ce que je fais pour travailler cette partie non-ouvrage? Et dans la discussion avec les étudiants, au tableau, on a commencé à construire le tableau que je vous ai mis devant les yeux. Il n'est pas complété, hein. L'idée, c'est de donner des pistes à l'étudiant pour qu'il puisse vraiment réfléchir les choses à ce niveau-là. Voilà, donc si je reviens donc après la pause méthodologique, de nouveau, on incite au recul réflexif, à l'auto-évaluation. Comment est-ce que je m'y suis pris? Comment est-ce que je vais dorénavant m'y prendre? Voilà. Donc, on a chaque fois essayé d'être vraiment hyper pratico-pratique à ce niveau-là. Et ensuite, dans un dernier temps, donc à la fin de la journée, donc si vous m'avez bien suivi, les étudiants ont eu l'occasion de participer à 2 ateliers différents. Et à la fin de la journée, un questionnaire était donné à l'étudiant pour lui permettre de faire le point sur ses stratégies d'étudiants dans le supérieur. Alors, c'est un questionnaire que j'ai adapté, mais vous connaissez sans doute, hein, c'est le questionnaire qui a été créé par Mireille Huart en lien avec les stratégies volutionnelles et qui s'appelle « Questionnaire sur les stratégies pour traiter activement sa matière et la comprendre en profondeur ». Je n'ai pas tout repris, j'ai adapté certaines choses, mais si je vous donne quelques exemples, l'étudiant en fait a un tableau en 3 colonnes. Dans ces colonnes, je lui propose différentes stratégies, comme bêtement, dans le cours où il y a des exercices, je refais ceci sans en relire la correction avant. Si oui, il coche. Je corrige mes exercices sans effacer les erreurs que j'avais faites afin de retenir où elles se situaient. Si oui, il coche. Avant de débuter, est-ce que je me prépare psychologiquement à devoir fournir un effort d'attention et de concentration? Voilà. Il coche d'abord donc tout ce qu'il fait déjà. Et puis, dans un deuxième temps, je lui demande, après avoir vécu cette journée, de fluorer les stratégies qu'il n'utilise pas pour le moment, mais qu'il se dit qu'il pourrait dorénavant utiliser. Voilà, donc je pense que j'ai un peu dépassé mon temps, mais globalement, je vous ai remis ici une dia avec vraiment l'idée, c'était dans ces ateliers de favoriser la métacognition et le recul réflexif, de pouvoir construire un dispositif qui favorise une évaluation autonomisante. Et là, j'ai repris vraiment les 5 points qui sont mis en évidence par l'auteur sur lequel je me suis basée. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez compris dans mes explications, parce qu'il fallait que je sois courte, mais on a vraiment été attentifs avec mes collègues dans le cadre de ces animations, vraiment à soigner notre feedback et en nous basant vraiment sur ce qui nous était conseillé par l'équipe de M. Laurent Leduc au niveau de la manière dont formuler la rétroaction et le feedback. Il nous dit, hein, voilà, le feedback doit être d'ordre cognitif, mais aussi relatif au processus. Donc, comment est-ce que vous y prenez pour faire ceci et à la méthodologie? Toujours formuler ce feedback de manière positive et non jugeante et vraiment le faire en utilisant le dialogue étudiant, donc auditoire, étudiant qui prend la parole à ce moment-là et le feedback également de l'étudiant. Voilà. Il y a eu quelques difficultés à la mise en place de ce dispositif, donc il a fallu trouver des collaborations. Et dans les faits, j'ai des enseignants qui m'ont dit « mais moi j'estime que ce n'est pas mon job finalement à travailler sur la méthodologie. Tout étudiant du supérieur est censé savoir faire ça. Ce n'est pas notre rôle dans le supérieur d'apprendre à faire ça. » Et moi j'ai posé la question aux collègues qui ont accepté de collaborer avec moi. Je dis « mais finalement, est-ce que c'était intéressant que je sois là où ça, tu aurais pu le faire ?» Et la réponse, et ils m'ont autorisé à le dire, donc voilà, la réponse de mes collègues a été moi, 1, je ne me sens pas capable de faire ça, et de 2, je ne suis pas sûre que c'est ça qui m'est demandé comme enseignant dans le supérieur. L'autre frein, mais ça, je pense que vous connaissez aussi, c'est parfois la taille des auditoires. Hein, finalement, quand j'ai travaillé en sous-groupe, est-ce que tous les étudiants du sous-groupe ont tous collaboré ou pas? Voilà. Et la matière, à ce moment-là de l'année, les professeurs m'ont dit, mais la matière est limitée, donc on n'a peut-être pas posé des questions où on savait faire suffisamment de liens avec l'ensemble. Les questions sont parfois quand même plus transversales quand il y a plus de matière. Donc ça, c'était quand même une limite au dispositif. Et quid des étudiants qui finalement n'ont peut-être pas participé à ce dispositif pleinement parce qu'ils n'étaient déjà plus affiliés à l'enseignement supérieur, ils avaient peut-être déjà décroché ou ils n'avaient jamais réussi à s'affilier. Donc voilà, ça, ce sont peut-être des limites qu'on a à notre dispositif. Voilà. Mais en tout cas, je vous ai mis ici quelques paroles d'étudiants puisque chaque fois j'ai évalué à la fin du dispositif, c'était une évaluation qualitative. Vous pouvez voir un peu les étudiants, ce qu'ils en disent.
disent meilleure maîtrise de la matière. Enfin, ça, vous pouvez le lire aussi bien que moi. Donc, voilà. Et j'anticipe la question de Georges tout à l'heure au niveau du taux de participation. Donc, je l'ai dit, c'était fixé dans les horaires. Et il y a eu entre 68 et 70% de participation à ces ateliers. Voilà, j'en ai terminé. Un grand merci, Marie. Oui, merci beaucoup. Et c'est bien de finir avec ces mots des étudiants et leurs retours positifs. Tout à fait. Au niveau des questions, je vois qu'il est 14h03. Donc, est-ce que, voilà, j'imagine qu'on a très peu de temps devant nous. On Pour ceux traite... qui ont le temps de rester encore un D'accord. petit peu, les questions sont les bienvenues, on va dire. Voilà, OK. Donc, on avait une question de Georges qui écrit « Les nouvelles dispositions du décret paysage annulent le caractère obligatoire de la session de janvier en bac 1, qui est pourtant un moment de rendez-vous important. Quel est votre avis ?» L'avis de Catherine de ou l'avis de tout le monde? Je pense que c'est une question qui vient d'être rédigée à 14h03, donc j'ai l'impression que c'est une question qui s'adresse à toi, Marie, mais voilà, après, voilà, si vous avez... Voilà, non, voilà, nous, le constat, à nouveau, c'est peut-être propre à notre département, comme il n'y a déjà pas énormément d'évaluations auparavant, ben oui, janvier est souvent le premier rendez-vous justement pour tester vraiment les exigences du supérieur, et donc je me dis, ne risque-t-on pas de reporter ce rendez-vous qui est sans doute important en juin, voilà. Ou alors, si on fait ça, peut-être qu'il faut prévoir d'autres dispositifs pour que ces rendez-vous aient lieu de manière réelle avant, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Au revoir, Aurélie, qui nous quitte. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore un éclaircissement ou... Moi, je voudrais juste préciser par rapport à cette obligation qui saute. De toute façon, les étudiants qui venaient par obligation, ils signent. Donc, ils ne se testaient pas forcément. Je pense que c'est nous, en amont, qui devons les encourager à leur faire prendre conscience. Et je pense que l'activité de Marie ou nous, notre semaine qu'on fait, semaine test blanc en novembre, c'est là pour leur dire que c'est la seule façon de vraiment évaluer la cohérence entre leur méthode de travail et les attentes de l'enseignant. Et qu'effectivement, s'ils passent une session, ils se donnent moins de chances à la session qu'on leur offre supplémentaire au mois de juin pour réussir ces examens-là. Donc, c'est comme tout, en fait. Je pense que l'obligation n'est jamais bon. C'est plutôt la motivation intrinsèque et leur montrer la plus-value de se tester réellement et de vraiment y aller. Maintenant, voilà. Est-ce que le fait d'être obligé, ça ne faisait pas basculer un petit pourcentage d'étudiants qui allaient quand même se tester? Je ne sais pas trop. À voir. Et du coup, Georges complémentait sa question en demandant, je ne sais pas si elle est donc différente de la précédente, donc qu'en pense Marie des examens de janvier? Je ne sais pas, Georges, si vous souhaitez peut-être préciser la question ou si c'est suffisamment clair, Marie, pour vous. Mais comme ça, moi, j'entends la même question que tout à l'heure, mais peut-être... Oui, c'est ça, oui. Mais c'est parce qu'elle a été écrite à 3 minutes d'intervalle, donc ce n'est pas le même. Apparemment. C'est la même question, voilà, désolée. Elle est arrivée avec du retard chez moi. Donc, c'est pour ça que ça m'a mis le doute. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, on ne dirait pas. Il est 14h07, donc voilà, ça explique le départ de certains. Un tout grand merci encore à Marie et Catherine pour ces deux présentations. Je reprendrai les mots de quelqu'un qui est parti en disant que c'était très inspirant et je pense que toutes les deux, vous avez donné des choses, des éléments très concrets qui peuvent être transposés par d'autres enseignants, coordinateurs pédagogiques dans d'autres établissements, aux étudiants, plein de petits trucs à faire et c'est très chouette. Et c'est l'objectif de ces partages de pratiques qu'on organise au pôle, c'est de donner des
des idées à d'autres qui ne reprennent pas forcément tel quel, mais voilà, je pense que c'était très intéressant. C'était enregistré et l'enregistrement sera mis en ligne comme les précédents sur le site du pôle. N'oubliez pas que nous avons encore un rendez-vous le 10 mai avec 2 intervenants, de nouveau 2 partages de pratiques sous forme de webinaire et la journée pédagogique du 19 mai. Donc, j'espère vous revoir tous très prochainement. Voilà, passez une belle après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.